Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir aujourd'hui que notre think tank ouvre son troisième webinaire de l'année, déjà avec la participation qui a été la nôtre la semaine dernière à la deuxième conférence internationale Eau et mégalopole et changement global, en partenariat avec l'UNESCO à Paris. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Ministre, vous remercier chaleureusement d'avoir accepté en fait, de nous consacrer 1 heure de votre temps pour évoquer la thématique du bilan et des enjeux de l'accès à l'eau et à l'assainissement comme service essentiel dans votre pays, la Mauritanie. Alors avant de vous présenter, Monsieur le Ministre, quelques mots brefs à propos de notre think tank, qui a été créé en fait en 2004 et qui est avant tout, je le dirais, une formidable aventure humaine qui regroupe des personnalités très diverses, des politiques bien sûr, des institutionnels, des grands patrons d'ONG, des universitaires, beaucoup, des institutionnels, je dirais, des dirigeants du secteur privé, de la santé, des fonds d'investissement et même des fondations. Nous avons en fait tous cette idée commune et cette profonde conviction de l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme un véritable source de développement humain. L'objectif en fait de notre think tank, c'est d'alerter, c'est de dialoguer, c'est aussi de recommander et de faire savoir avec pour objectif de mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur les problématiques d'accès aux services de base dans les pays émergents, l'idée étant de provoquer en fait des prises de conscience, une mobilisation et l'initiation d'actions concrètes. Je vais maintenant vous présenter Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur Mohamed El Hassen Ould Boucraïs, en commençant par votre formation très internationale, puisque au-delà de votre pays, vous avez étudié aux États-Unis et au Japon dans les domaines financiers, de planification et de développement. Vous avez successivement occupé des postes à grande responsabilité au ministère du Plan. Vous avez coordonné l'action de l'Union européenne pendant plus de 10 ans sur la mise en œuvre des FED, 7 à 10, mais aussi vous avez assumé, on le sait moins, dans les années 90, le plan solaire Mauritanie, un des premiers du genre sur le continent africain. Vous avez en outre exercé des responsabilités au ministère des Finances, notamment sur le développement du secteur privé. Vous avez d'ailleurs été président du comité technique d'appui au développement des PPP. Et je ne pourrais pas, je dirais, terminer cette présentation sans mettre en avant l'action que vous avez aujourd'hui sur les droits humains, qui est effectivement une action que vous avez portée au plus haut niveau de l'État dans votre pays, la Mauritanie. Bonjour, Monsieur le Ministre, et ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, à propos de notre thème, je vais, pour nos auditeurs qui ne sont pas tous familiers avec votre pays, je vais donner quelques chiffres de cadrage très rapides avant de démarrer nos questions. Le pays est d'une superficie d'un peu plus d'1 million de kilomètres carrés pour 4 millions d'habitants, ce qui est très faible en densité. Il se trouve dans une zone qui est principalement saharienne, avec 800 kilomètres de côte sur l'Atlantique. Il est chaud, très sec, avec des températures qui sont souvent supérieures à 50 degrés. Le pays est divisé en 6 régions, 12 wilayas, et a une caractéristique forte, c'est le pourcentage de la population qui vit de l'agriculture. Un peu plus de 40% aujourd'hui de la population vit effectivement de l'agriculture, et le pays est classé 155e sur 182 à l'indice du développement humain. Venons-en maintenant à l'accès à l'eau et à l'assainissement, bien sûr. Aujourd'hui, un peu plus de 30% des Mauritaniens en moyenne, d'ailleurs, n'ont pas accès à l'eau potable, mais en fait, comme toujours, il y a de très grandes disparités entre les capitales, les villes, je dirais, et les zones rurales. Les zones rurales, le taux serait très largement supérieur à 50%. Et il y a un dernier chiffre qui n'est pas des moindres, c'est celui des écoles. 2 tiers des écoles aujourd'hui ne sont pas équipées en infrastructures d'eau et d'assainissement. C'est dire si les enjeux sont considérables. Dernier point, vous êtes frappé, vous sans doute parmi les premiers sur le continent, par l'impact du changement climatique. Vous allez pouvoir nous en parler un petit peu sur les initiatives qui sont les vôtres, que vous avez pu solliciter, vous avez pu organiser d'ailleurs en partie avec les bailleurs de fonds. Voilà, Monsieur le Ministre, une présentation très succincte. Je vais commencer tout de suite par une première question, j'allais dire directe. Quels sont vos nouveaux projets aujourd'hui pour essayer de relever ces enjeux, relever ces challenges qui sont quand même extrêmement importants dans votre pays? Merci. Je souhaiterais tout d'abord remercier Patrice Fonadoza et
et le think tank qui ont bien voulu nous inviter aujourd'hui pour discuter de la problématique de l'eau et de l'assainissement en Mauritanie. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes un pays sahélien menacé par le changement climatique. Et nous connaissons tous les jours un stress hydrique, tout simplement parce que les 2/3 du pays sont sur des sols secs où l'eau est assez souvent, ou le plus souvent d'ailleurs, emprisonnée suite à des pluies. Donc, nous avons ce problème et bien entendu, les ressources en eau constituent donc un véritable enjeu à l'égard de la nécessité de satisfaire la demande des populations sur le court, moyen et long terme, et surtout de garantir l'eau pour le développement économique et social du pays. Alors, tout ce que nous avons fait pour pallier à cette image que je viens de présenter, nous avons travaillé sur 2 paliers. D'abord, c'est le volet institutionnel. Nous avons évolué sur la mise en place d'une stratégie pour le développement de l'eau en Mauritanie. Et en même temps, nous avons... Je vous entends. Nous avons également continué à travailler sur le code de l'eau, qui est dans la dernière version date déjà depuis 2005. Et suivant ce cheminement, nous avons lancé une réflexion sur la DSP, c'est-à-dire la délégation des services publics. Nous avons également renforcé la structure, l'Office national qui est chargé de l'eau en milieu rural, qui s'appelle l'ONCER, pour sa décentralisation. Vous avez bien dit que nous sommes un pays d'1 million de kilomètres carrés et il n'est pas acceptable que l'eau soit gérée à partir de la capitale. Donc, nous avons lancé un vaste programme pour la décentralisation des services en milieu rural, ce qui a donné de très bons résultats. Qu'est-ce que nous avons fait alors pour ça? Nous avons engagé des transferts de l'eau. Nous avons premièrement réfléchi sur la diversification des sources d'approvisionnement de l'eau. Jusqu'à une date très récente, on se suffisait de certains forages pour mettre une pression sur des nappes. Je n'ai pas insisté sur... Nous avons 2 aquifères, c'est-à-dire 2 nappes que nous avons, c'est-à-dire 2 formations géologiques. Nous avons la nappe d'Itrarza et la nappe d'Idhar. Mais nous avons également évolué sur des transferts de l'eau pour alimenter la ville de Nouakchott, qui est la capitale à partir de l'Afrique saharienne, c'est-à-dire à partir du fleuve. Nous avons également engagé la même réflexion sur un coin qui est connu par ce qu'on appelle le terroir et le problème de pauvreté. C'est à côté de Vungleta. Nous avons transféré de l'eau sur plus de 150 km pour l'alimentation des populations les plus vulnérables. Nous avons également engagé un transfert de l'eau sur plus de 300 km de l'eau d'Edhar dans l'une des plus grandes régions de Mauritanie, à savoir le port de Chapel. Et nous sommes en train de lancer un projet pour l'alimentation de la ville de Kifa, qui est la 2e ville, point de vue démographique, également à partir du fleuve, sur une distance de 255 km pour couvrir à peu près 800 000 personnes à l'horizon 2050. Nous avons également lancé des réflexions pour que la Mauritanie puisse bénéficier de sa position géographique. Je tiens à rappeler que nous avons une côte de 756 km le long de l'océan Atlantique et nous sommes en train de profiter également des techniques de dessalement. Nous avons engagé une première expérience de manière très timide à Nouadhibou pour 3000 mètres cubes jour et nous avons lancé au mois de novembre une 2e phase pour 5000. Nous considérons qu'à l'horizon de juin 2023, nous allons avoir entre 8 et 10 000 mètres cubes d'eau suite à la technique de dessalement pour voir dans quelle mesure on peut généraliser ces technologies. Nous avons également lancé une étude pour l'alimentation de la ville de Nouakchott, toujours dans un souci de diversification des sources d'alimentation de la capitale, pour une station de dessalement pour 200 000 mètres cubes jour pour la ville de Nouakchott. Nous avons également, toujours dans un souci de réponse à la résilience environnementale, nous sommes en négociation avec la Banque africaine
de développement pour une étude sur des bassins versants en Mauritanie. Comme vous l'avez si bien dit, la Mauritanie reçoit des pluies pendant 4 mois de l'année et cette eau, elle passe, elle ruisselle et aucune gestion de l'eau de surface. Notre nouvelle stratégie fait de la gestion de l'eau de surface un axe prioritaire. C'est dans ce cadre que nous allons lancer une étude pour les bassins versants en Mauritanie. Il serait également très important de noter que nous sommes en train également de lancer un vaste programme d'alimentation de tous les villages le long du fleuve à partir du fleuve Sénégal. Il n'est pas acceptable qu'on soit sur le fleuve et on continue à poser des problèmes de l'eau. Nous avons commencé une première expérience à Bogué où le 23 novembre de cette année, nous avons posé la première pierre d'une station de traitement de l'eau pour 5000 m3 pour la ville de Bogué. Et fort de cette expérience, nous allons voir dans quelle mesure on peut généraliser cette expérience. Nous avons également introduit les nouvelles énergies. Nous sommes un pays qui est ensoleillé. Nous avons un potentiel de solarisation très important, toujours dans un souci de changement climatique, de la dimension environnementale. Pratiquement 80% de notre parc en milieu rural et les méthodes d'exhaust sont alimentées à partir du solaire. Et nous avons également mis en place un champ éolien. Nous avons le 3e potentiel éolien d'Afrique. Voilà, fort de tout cela, je crois que la Mauritanie se positionne comme un pays qui peut relever ces défis. Nous sommes déjà très en avance sur ce qu'on appelle l'hydrogène vert, où la Mauritanie a commencé déjà à être en avant-garde sur cette nouvelle technologie. Et une stratégie est en cours de préparation et certains partenaires sont déjà installés en Mauritanie. Justement, on va y venir. Voilà, Monsieur le ministre, on va y venir effectivement. J'ai une question qui se dédouble. Vous venez d'évoquer effectivement des partenaires. Quelle place voyez-vous aujourd'hui pour le secteur privé dans le développement de ces infrastructures et comment la coopération internationale facilite cet accès aux services essentiels dans votre pays? Très bien. Pour ce qui est du secteur privé, vous le savez, j'avais noté que nous sommes très en avance sur les DSP, c'est-à-dire la délégation des services publics. Nous avons, avec le partenaire l'AFD, engagé une vaste réflexion dont nous sommes en train de vivre ces conclusions, c'est-à-dire nous avons un projet de loi qui est très en avance par rapport au DSP. C'est une approche que nous avons engagée à la fin des années 90. Nous avons tiré des enseignements de l'expérience que nous avons vécue et nous sommes en train de monter en place un nouveau mécanisme, c'est-à-dire des réformes de seconde génération pour tenir compte de la première expérience et être résolument engagé sur l'implication du secteur privé dans la gestion de l'eau en milieu rural. Nous sommes également, on a doté notre pays récemment d'une loi très moderne sur les PPP et nous sommes en train de lancer certains PPP comme la station de dessalement à Nouakchott et d'autres pour essayer d'impliquer le privé dans la production de l'eau et pourquoi pas un jour dans sa distribution. Alors, bien sûr, sur les PPP, j'entends bien. Et sur les institutions internationales, aujourd'hui, comment est-ce qu'elles concourent, comment est-ce qu'elles vous appuient sur le développement et j'allais dire, l'exécution de votre politique? Voilà, il y a des bailleurs de fonds sont différents, bien sûr. Chaque bailleur de fonds a sa spécialité. Nous évoluons pour tout ce qui est réflexion soft avec certains partenaires. Je n'ai pas le temps de les citer tous, mais on pourra parler d'une présence très prononcée de l'AFD sur le secteur de l'eau. Nous avons également l'UNICEF, nous avons la Banque mondiale qui est également de retour dans le secteur et nous avons pas mal d'autres initiatives dans ça. Et nous avons les partenaires arabes qui sont très impliqués dans les gros projets d'infrastructure, tous les projets de transport de l'eau à Foutsahli, à Foutchergui, l'eau de Dhar, l'eau de Gifa. C'est des projets, nous sommes à peu près à plus d'1 milliard de dollars d'investissement dans le secteur de l'eau
sur le financement des bailleurs de fonds arabes. Ils sont très présents dans ce secteur. Donc, comme j'ai dit, on est sur deux paliers, de l'institutionnel et de l'organisationnel et du jihad à travers les partenaires. Vous avez, Monsieur le ministre, lorsque nous étions en train de préparer ce webinaire, souhaité qu'on aborde la question de la gestion des aquifères, qui est un sujet que vous avez relevé, vous étiez le premier à le faire d'ailleurs, en matière de gouvernance, de géopolitique et de géographie. Pourquoi est-ce que ça vous semble aujourd'hui quelque chose de particulièrement important et comment vous êtes en train d'essayer de gérer cette question? Comme vous avez dit, les aquifères, tout d'abord, montrent les limites des frontières des pays. Parce que les aquifères n'ont pas de frontières. C'est ce qui m'amène à insister dans ce webinaire sur une réflexion d'intégration régionale en matière des aquifères. On parle toujours de routes, on parle toujours de ponts, mais la communauté internationale n'a jamais eu une réflexion profonde sur l'intégration régionale à travers les aquifères. Je reviens d'une mission à Genève où nous avons commencé les prémices de réflexion sur les gestions des aquifères entre la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Cette réflexion est en cours et nous espérons pouvoir mener cette réflexion sur d'autres aquifères. Nous avons également une méconnaissance de notre sous-sol parce que on parle de l'aquifère du Trarza, du Dhar, mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut avoir une meilleure réflexion. Nous avons engagé une réflexion pour les populations, pour les zones du Nord. Nous allons signer un accord avant le 31 janvier avec un très grand bureau américain, c'est USGS, United Geological Survey, qui vont commencer à réfléchir, à nous aider à une meilleure connaissance des aquifères dans les régions du Nord, à savoir l'Adra, le Tagra et les Télésomo. Cette réflexion va nous mener de connaître notre potentiel en vue d'assurer un meilleur développement du secteur minier, au-delà bien sûr de l'alimentation en eau potable, mais pour tout le développement économique et social dans cette région. Autre question, celle de l'exode rural, qui est une véritable préoccupation pour vous. Ce n'est pas nouveau, manifestement, mais ça s'accélère. En quoi est-ce que l'accès à l'eau permettrait d'atténuer cet exode? Aujourd'hui, effectivement, les populations se déplacent et d'ailleurs, je dirais, toutes les exploitations pastorales bougent. Comme vous savez, on dit l'eau, c'est la vie. Et on ne peut pas demander à des populations de rester dans des zones où il n'y a pas d'eau. Donc, nous fournissons beaucoup d'efforts. Cette agence qui s'occupe de la gestion de l'eau en milieu rural a été renforcée en moyens humains et matériels. Elle est dans sa première année de réforme. On a doté également le département pour une meilleure opérationnalisation, une meilleure flexibilité de 3 brigades de forage. Vous savez, jusqu'à d'ailleurs maintenant, les foreuses sur place en Mauritanie ne peuvent pas aller au-delà de 200 mètres, à part une seule qui est au niveau de la CNIL. Nous avons doté la Société nationale des forages et des puits de 3 brigades qui peuvent aller jusqu'à 1200 mètres, ce qui va nous permettre d'aller un peu en profondeur pour chercher l'eau pour ces populations. Et nous les équipons sur des fonds publics et bien sûr le choix de l'énergie solaire n'est pas fortuit parce que c'est dans le cadre de la réduction des coûts de production. Parce qu'on parle d'un milieu rural, c'est en général des populations très nécessiteuses où le niveau de revenu est trop faible. Vous avez là aussi voulu qu'on évoque les programmes d'intégration régionale. Parce qu'en fait, on ne peut pas arriver à résoudre la plupart de ces questions de manière isolée, seule et uniquement délimitée par les frontières. Comment est-ce que vous concevez ces programmes d'intégration régionale autour de ces questions hydrauliques? Voilà, parce que comme vous savez, nous avons des réflexions pour la gestion de l'eau de surface. Ça veut dire que tous les fleuves ont des politiques. En Mauritanie, nous avons l'OMVS qui a été régule l'eau au fleuve Sénégal, mais qui assure également de manière équitable l'accès des 3 pays depuis quelques temps avec la Guinée qui s'est jointe au groupe depuis moins de 10 ans. Ça veut dire que pour l'eau de surface, il y a toujours des mécanismes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voler vers les aquifères et nous allons, le
comme je vous ai dit, il y a eu la première réflexion qui a été tenue à Genève. Ce n'est que le début de réflexion pour voir dans quelle mesure on peut associer la gestion de l'eau de surface avec les aquifères, et la réflexion est en cours. Mais je trouve que c'est fondamental parce qu'il y va non seulement d'une gestion équitable, mais également un problème de santé publique. Comme vous savez, quand l'eau, quand elle est polie en Mauritanie, dans un aquifère, on peut risquer de contaminer tous les pays de la sous-région. Donc, c'est très important d'avoir une réglementation internationale ou sous-régionale pour la gestion des aquifères transfrontaliers. Alors effectivement, la question de santé publique est une question importante. Est-ce que vous avez trouvé que depuis quelques années, cette question a été traitée, améliorée et en tout cas fait partie des programmes de politique publique de votre gouvernement? Bien sûr, je n'ai pas besoin de rappeler que 80% des maladies sont d'origine hydrique. Alors, quand vous distribuez de l'eau qui n'est pas potable, vous allez avoir directement sur la santé des populations. Nous avons des laboratoires qui font régulièrement le contrôle de l'eau. Les prélèvements sont faits de manière régulière. Parfois, nous constatons parfois le changement de couleur de l'eau. Bon, rapidement, les mesures sont prises, on arrête l'eau, on vient, on contrôle et on améliore. Donc, le contrôle de la qualité de l'eau est une priorité du gouvernement. Nous sommes dans le cadre d'un programme de la Banque mondiale à essayer de réfléchir dans quelle mesure on peut doter le ministère de l'Hydraulique dans un vaste laboratoire de contrôle de l'eau. Mais la Société nationale de l'eau, la SNDE, dispose elle aussi déjà d'un laboratoire. Mais nous allons le renforcer par un laboratoire qui pourra faire tous les tests relatifs à l'eau. Alors, j'ai effectivement une question aussi qui est liée en fait aux principaux enjeux qui sont posés par la croissance démographique et le phénomène des migrations. Comment est-ce que vous anticipez ces différents mouvements? Comment est-ce que vous allez essayer de trouver des solutions de stabilisation, sachant qu'effectivement, quand je parlais tout à l'heure de l'exode rural, il y a eu effectivement un grand push des populations vers les villes, lié notamment à l'absence d'eau potable dans les zones rurales. Exactement, c'est ce que nous avons dit. Notre priorité maintenant, c'est de renforcer la recherche. Quand vous regardez l'axe principal de la stratégie que nous sommes en train de monter, c'est une meilleure connaissance de notre potentiel hydrogéologique. Comme je vous ai dit, il n'est pas bien connu. Donc, nous sommes en train de le renforcer et l'accompagner par des infrastructures pour essayer de fixer les populations. Mais on ne les fixe pas seulement avec l'eau, mais nous avons d'autres programmes dans le gouvernement, c'est-à-dire des programmes génératrices de revenus pour essayer de créer une vie, créer des raisons pour rester dans l'arrière-pays. Donc, c'est un vaste programme où la disponibilisation de l'eau n'est qu'une partie. Nous avons également une politique volontariste pour essayer de donner des avantages pour les regroupements de villages. Comme vous savez, quand on est dans des pays comme le nôtre, nous avons une série de villages et ça diminue l'efficacité de la dépense publique. Donc, nous sommes en train d'amener les gens à se mettre en place et comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Et nous sommes déjà à plus de 8 regroupements que nous sommes en train d'appuyer en matière d'eau, d'infrastructures scolaires et de santé. Donc, cette préoccupation est prise en compte dans nos politiques publiques. Merci beaucoup. On a maintenant en fait un certain nombre de questions qui nous ont été posées par les participants. Je vais commencer par la première. Est-ce que vous avez développé un programme de sensibilisation auprès des populations sur la gestion de la ressource en termes de consommation et même de traitement d'ailleurs? Est-ce que les enfants, par exemple, à l'école, ont des programmes qui les sensibilisent à la gestion rationnelle de l'eau? Est-ce que cette notion à la fois, j'allais dire, de sensibilisation et d'éducation est au cœur de votre politique? Très bien, la sensibilisation, j'ai eu le privilège d'être invité de l'émission à la télévision, c'était le 1er janvier, c'est l'émission qu'on commençait notre année. Oui. J'avais lancé un appel
pour que la société civile qu'elle s'intéresse encore davantage au problème de l'eau. Elle est très active en Mauritanie sur tous les aspects liés aux droits de l'homme, aux aspects liés à l'environnement, mais j'ai attiré l'attention que le premier droit à l'homme, c'est le droit à l'accès à l'eau. Donc, nous sommes en train de créer un pôle de société civile qui est très sensible à la gestion de l'eau, à la rationalisation de l'eau. Tout ce qui est rationalisation de l'eau fera partie de notre plan d'action pour l'année prochaine. Nous avons également, nous sommes dans un pays où il est en train de lancer un vaste programme de la restructuration du système éducatif mauritanien. Oui. Et dans le cadre de l'instruction civique morale, nous sommes en train d'intégrer quelques modules sur la préservation et la gestion rationnelle de l'eau. Parce que c'est un enjeu majeur pour le pays. Il va falloir que les populations futures évoluent avec cette sensibilisation. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai une question qui concerne Nouakchott et qui concerne aussi, vous êtes ministre de l'eau, enfin de l'hydraulique et de l'assainissement, ce qui est heureux parce qu'effectivement, l'un sans l'autre n'a pas de sens. Et qu'est-ce que l'État mauritanien a mis en œuvre pour résoudre le problème extrêmement important de l'assainissement de la ville de Nouakchott? Quels sont les résultats que vous avez pu jusqu'à présent constater? Voilà, c'est très bien. C'est une question très pertinente. Jusqu'à 2010, à Nouakchott, on gérait la rareté d'un produit. Ça veut dire qu'on n'avait pas les moyens de couvrir suffisamment de besoins de la ville de Nouakchott parce qu'elle était alimentée à partir du champ captant des Liguines, à plus de 55 km de Nouakchott. C'est ce qui nous a amené à réfléchir sur le transport de l'eau à partir du fleuve. À partir de 2010, on a géré un surplus de l'eau parce qu'on avait 155 000 mètres cubes de plus qui a été ramené à Nouakchott. Cette eau, elle est utilisée, où est-ce qu'elle est partie? Elle est quelque part, là où on est assis maintenant, on est pratiquement sur un océan d'eau. Nous avons parallèlement à ce projet engagé des études pour l'assainissement de la ville de Nouakchott. Les études sont prêtes. Nous sommes en contact avec nos partenaires de développement pour un projet d'assainissement de la ville de Nouakchott. Ça fait une dizaine d'années que nous sommes là-dessus. Et maintenant, avec la nouvelle loi sur l'assainissement, sur les PPP, nous sommes à la recherche de financement PPP en partenariat public-privé pour la mise en place d'un assainissement de la ville de Nouakchott, soit un assainissement collectif ou l'assainissement individuel. Donc, la réflexion est en cours et c'est l'occasion d'ailleurs d'informer que tous ceux qui sont intéressés par l'assainissement et surtout le secteur privé, il y a de la place pour essayer de lancer une réflexion ensemble pour résoudre de manière définitive le problème d'assainissement de la ville de Nouakchott. Jusqu'à présent, nous n'avions pas encore abordé cette question de l'impact financier. Une personnalité de l'AFD pose la question suivante. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler de l'impact financier récurrent pour l'État du fonctionnement de ces nouvelles infrastructures que vous venez de détailler? Pouvez-vous nous dire aussi quels sont les gisements d'efficacité qui pourraient rendre le coût soutenable? Vous savez, nous sommes plutôt dans une première phase, c'est de fournir l'eau. Parce que nous considérons que ça, c'est un droit du citoyen sur son pays. Les impôts sont faits pour ça et nous sommes obligés de disponibiliser l'eau. Jusqu'à présent, la société nationale n'a pas un fonds d'équilibre par rapport à… Elle s'en sort, elle s'en sort avec ses moyens malgré les niveaux de pertes très élevés. Très élevés. Nous avons des déficits en milieu rural qui sont compensés dans les filets sociaux que nous avons, parce que nous avons des politiques pour l'accompagnement des couches les plus vulnérables. Donc, nous avons des péréquations qui nous permettent à chaque fois de finir en fin d'année avec des équilibres. Nous avons mené des réflexions récentes sur les tarifications de l'eau qui vont certainement aboutir sur une nouvelle tarification qui pourra nous permettre d'assurer des équilibres, surtout en milieu rural. En milieu urbain, je sais qu'à un moment donné, les équilibres seront atteints. Mais en milieu rural, nous sommes encore très loin. Donc, pour essayer d'assurer notre équilibre, nous avons, avec la société, lancé une réflexion sur la gestion des pertes de l'eau. Nous avons des problèmes de réseau. Nous avons engagé une réflexion sur la
la sectorisation de l'eau. Toutes ces mesures vont nous permettre d'atteindre ces équilibres avec la société, qui est en pleine restructuration. Merci de votre réponse. Alors, j'ai une question très précise sur le projet de dessalement de Nouakchott, de 200 000 m3 jour, qui est quand même un projet considérable. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où en est ce projet aujourd'hui, quel est l'état d'avancement, et est-ce qu'il y a un couplage avec les énergies non renouvelables, les ENR? Bien sûr, ce projet, en principe, on doit signer le contrat avant la fin du mois de février pour engager cette unité qui va prendre 5 mois pour nous permettre d'avoir une meilleure connaissance et la meilleure technologie que nous allons utiliser. Bien évidemment, pour ceux qui connaissent un peu mieux cette technologie, je crois que le facteur énergétique est fondamental dans ce genre d'infrastructure. Comme j'ai rappelé, nous avons le 3e potentiel éolien d'Afrique et nous avons un taux d'ensoleillement très élevé. Je crois que la dimension énergétique va être prise en compte, elle ne sera pas la vraie contrainte. L'étude nous dira qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et c'est un projet qui va être lancé dans le cadre des PPP, après une fois l'étude terminée. Ouais, bien sûr. Alors, vous avez évoqué la participation du secteur privé, notamment avec l'outil délégation de services publics, en tout cas les PPP, pour les services d'eau potable. Comment voyez-vous la mise en œuvre des outils pour qu'il y ait à la fois un prix de l'eau qui soit abordable pour les Mauritaniens, avec un accès aux services pour à peu près tout le monde, et une rémunération du service fourni par un privé, c'est-à-dire en fait l'équilibre économique des contrats? Alors, je me permets de rajouter ça parce que j'ai eu beaucoup de questions aussi, elles sont nombreuses mais c'est très classique, sachez-le, sur ce qu'on appelle la cherté des factures. Les factures sont considérées évidemment comme trop chères, mais c'est très classique comme remarque. Très bien, mais je le fais encore à chaque fois pour dire que l'eau est un droit. Nous sommes obligés de le fournir quel que soit son prix. Alors, quelles sont les leçons que nous avons tirées de la première expérience des DSP? On a eu des DSP sélectifs. Ça veut dire que vous venez, vous choisissez les sites qui sont rentables et vous laissez les sites les moins rentables pour l'État. La nouvelle restructuration, la nouvelle réforme de seconde génération que nous allons faire, on est parti sur des espaces, c'est-à-dire avec une TRI qui est positive. Ça veut dire que vous avez des sites déficitaires, d'autres excédentaires, et quand vous faites le lien, vous allez sortir avec un taux de rendement positif. Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est d'aller sur des aires géographiques et non pas sur des espaces. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons de lancer une étude tarifaire pour savoir qu'est-ce que ça va nous coûter. Et l'État serait prêt à prendre en charge les déficits parce que c'est l'État qui détermine les prix. Alors, si votre coût de production est supérieur, l'État sera obligé de prendre dans le cadre de ses filets sociaux le différentiel. Voilà. Très bien. Alors, une question, j'allais dire, chiffrée. Je pense que vous avez la réponse. Quelle est la consommation moyenne par habitant dans le pays? Par exemple, dans une grande ville comme Nouakchott, quel est le montant par jour, par habitant? Vous savez, notre objectif a toujours été, ou le projet qui a été conçu pour l'alimentation de Nouakchott, c'était 80 litres par personne et par jour. C'est pas beaucoup. Mais vu un peu le niveau démographique, l'évolution démographique, l'immigration, je crois qu'on est à un taux acceptable, bien sûr supérieur aux 50 mètres cubes jour qui sont exigés par l'OMS. Je crois qu'on est à 67, 70. On est toujours dans une fourchette acceptable. Alors, toujours un petit peu dans les chiffres, je vois que nos participants sont intéressés par la partie économique. Vous avez indiqué une somme globale d'environ 15 milliards apportés par les bailleurs de fonds, mais par contre, vous ne nous avez pas dit sur quelle période et quelle est la part de ces financements qui sont non remboursables et qui seraient donc des subventions, si vous en avez. Ce n'est pas des subventions, des bailleurs de fonds arabes font des prêts, mais des prêts très concessionnels. Vous savez, nous sommes un pays sous programme où les prêts que nous contractons doivent être des prêts concessionnels.
Ce montant, c'est des engagements, c'est sur 20 ans. Sur 20 ans, c'est de 2000 à 2020. Donc, c'est des projets, c'est plus de 1 milliard, 1 milliard 400 millions de dollars que nous avons mobilisés sur les 20 dernières années pour le secteur de l'eau. Et bien sûr, il y a d'autres partenaires qui font des subventions, comme l'AFD, qui fait des subventions et qui est très présent dans le secteur de l'eau. J'ai une question liée à la gouvernance. Nous n'avons pas du tout évoqué jusqu'à présent comment vous percevez le rôle de la société civile dans la gouvernance des services. Quel est votre sujet? Je trouve que la société civile, son rôle est déterminant, il est fondamental. C'est pour cette raison que nous allons lancer la semaine prochaine une application qui va permettre une meilleure implication du citoyen dans la gestion de l'eau, de sa facturation, dénoncer les malversations et dénoncer également les fuites qui constituent parfois plus de 50% de la production. Donc ça va être une première étape pour l'implication du citoyen. C'est une gestion citoyenne de l'eau. Nous allons faire cette première expérience, on fera l'évaluation après une année, on verra après quels sont les ajustements qu'il faut apporter. Alors, nous est posé, vous avez parlé de dessalement tout à l'heure, mais effectivement, les aquifères sur la côte sont confrontés à un problème d'intrusion d'eau salée, comme dans la plupart des villes côtières. Comment est-ce que vous essayez de gérer cette question aujourd'hui? Cette question elle est gérée par un programme, d'ailleurs, l'AFD est présent, c'est la mise en place de pulsomètres autour du champ captant de Nouakchott et qui nous permet de suivre l'avancée de la salinité et à chaque fois, quand les alertes sont faites, on prend les dispositions qui s'imposent. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de menace par rapport à ce point. Il y a un mécanisme de suivi qui est très performant. J'ai une question d'une personnalité marocaine de grand renom qui me dit la chose suivante. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la nécessité d'une réglementation internationale ou régionale dans le contexte géopolitique actuel. Quelle est la faisabilité et quel est le niveau pertinent pour notre pays? Et d'ailleurs, cette personne m'a bien spécifié, je suis marocaine. Je la connais très bien. Pardon? Je n'ai pas compris. Alors, en fait, vous avez évoqué cette nécessité d'une réglementation internationale ou régionale dans le contexte géopolitique. Comment vous voyez la faisabilité, en fait, de cette réglementation internationale et quel est le niveau pertinent pour les pays comme le Maroc, comme la Mauritanie ou comme d'autres? Comment vous voyez ça? Cette réglementation elle doit se faire dans le cadre des sous-ensembles régionaux. La Mauritanie, elle est plutôt très impliquée dans l'OMS, donc nous sommes encore très engagés sur la réglementation au niveau des aquifères qui sont au sud. La réflexion que nous allons mener au niveau du nord, comme j'ai dit tantôt avec USGS, va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de notre socle et de notre potentiel hydrogéologique. C'est sur cette base que nous allons voir si nécessité il y a lieu d'assurer une gestion commune avec les pays de la sous-région, les pays du Nord. Merci. Nous avons maintenant une question sur les eaux pluviales. Quelle est la stratégie du gouvernement mauritanien pour bénéficier, si vous en avez une d'ailleurs, pour bénéficier des eaux pluviales qui sont en grande partie non exploitées ou alors qui sont non récupérées pour en tirer profit? Est-ce que vous avez quelque chose en tête à ce sujet? Voilà, pour assurer une meilleure gestion de l'eau de pluie, comme j'ai dit, nous sommes en train d'évoluer sur une étude sur les bassins versants qui vont nous permettre d'avoir une meilleure politique de retenue de l'eau. Qu'est-ce que nous avons fait entre-temps? Nous avons lancé un vaste programme de barrages et de retenue d'eau, c'est-à-dire des bassins de retenue d'eau. Nous avons engagé pour l'année 2021-2025 et nous avons l'intention
d'aller sur plus d'une trentaine de bassins et de barrages pour l'année 2022. Donc, nous avons un programme continu pour essayer d'assurer une meilleure gestion de pluie qui se verse tous les ans dans le fleuve Sénégal. J'ai une question qui revient sous différentes formes et il s'agit, ça va vous parler bien sûr, des transferts d'eau. Prenons l'exemple spécifique de la Guinée qui représente le principal réservoir d'eau en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut envisager un système d'échange, comme ça se fait d'ailleurs de manière très courante et très ancienne avec l'électricité, pour amener les surplus d'eau de Guinée au Burkina par exemple? Et dans ce cas, évidemment, ce serait une charge d'investissement supplémentaire, mais en gros, est-ce qu'on peut avoir une gestion régionalisée? Est-ce que c'est envisageable d'avoir cette gestion régionalisée, comme ça existe d'ailleurs dans certains pays d'Europe de l'Est? Donc, comme vous le savez, le fleuve Sénégal prend sa source à partir du Fouta Djallon, déjà en Guinée. Oui. Donc, la gestion de bassin. Voilà, et donc toute la gestion que nous avons du fleuve Sénégal est une gestion rationnelle qui, d'ailleurs, c'est ça l'utilité, entre autres, de l'OMVS, c'est d'assurer une meilleure gestion de l'eau. C'est vrai que jusqu'à présent, la Mauritanie n'en bénéficie pas autant, elle aurait pu en bénéficier davantage. La première grande action qui a été faite, c'est en 2004, c'est à travers l'alimentation de la ville de Nouakchott. Maintenant, avec Voumoudileta, qui a le plus grand barrage de Mauritanie, nous avons engagé l'alimentation dans ces zones les plus pauvres. Et bientôt, nous allons alimenter la deuxième ville de Mauritanie à partir du fleuve. Donc, il ne serait pas exclu que la Mauritanie profite encore davantage de son potentiel à partir du fleuve pour alimenter les zones, surtout les zones qui sont situées dans ce débit sec. Bien sûr. Alors, une question, on l'a évoqué tout à l'heure, on ne l'a pas vraiment traité, mais comment est-ce que vous intégrez l'impact du changement climatique dans votre plan d'action et dans vos plans d'urgence d'ailleurs, parce que vous avez aussi des plans d'urgence. Un plan d'urgence en particulier. Vous savez, l'impact environnemental, comme je vous dis, ça passe essentiellement par une meilleure gestion de l'eau de surface, une meilleure politique d'alimentation des nappes, celles qui ne sont pas fossiles, et surtout une rationalisation de l'eau. Voilà. Dans le cadre de la communication, quelle que soit l'eau que nous avons, il faut qu'on la gère de manière rationnelle. Parce que, comme je vous ai dit, ça constitue un véritable enjeu dans cette région. Et il va falloir que nos politiques de sensibilisation, d'encadrement des populations soient démises. Et surtout, engager la réflexion sur le recyclage également de l'eau. Parce que l'eau, maintenant, elle peut être récupérée et recyclée. C'est un vaste programme. Je crois que notre stratégie en parle, qui va être déclinée sous forme de plan d'action qui peut nous permettre à chaque fois d'évoluer sur telle thématique. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, là, nous allons parler maintenant du renforcement de compétences des opérateurs locaux d'eau, d'assainissement. D'abord, est-ce que vous considérez qu'il y a peut-être pas forcément une forme de priorité, mais il y a un vrai besoin de renforcement et d'accompagnement de ces entreprises mauritaniennes pour qu'elles soient plus performantes? Et comment considérez-vous la coopération, j'allais dire internationale, mais sur le continent? J'ai plusieurs questions et j'ai même des affirmations, notamment de Marocains qui disent qu'ils sont prêts à vous rencontrer, effectivement, pour pouvoir discuter de l'amélioration des performances de vos services. Très bien. Vous savez, la Mauritanie est un pays ouvert et bien sûr, nous menons un vaste programme de coopération avec des structures marocaines qui sont spécialisées dans la gestion de l'eau. Nous avons également des accords de partenariat avec la société tunisienne. Donc, les portes sont ouvertes pour toute structure qui pourrait passer et examiner avec nous et surtout apprendre de leur expérience parce que, vous savez, les problèmes sont pratiquement les mêmes, mais sont posés de manière différente, avec des solutions également adaptées. Donc, nous sommes très ouverts à la coopération, surtout la coopération sud-sud. Et nous avons des partenaires d'ailleurs qui sont très
très engagés dans le financement de ce genre d'opérations. Donc, a priori, il n'y a aucun problème pour qu'on les rencontre et pour qu'on en discute. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai une question qui est plutôt une question d'ailleurs d'origine européenne, disons-le comme ça, parce qu'il s'agit de décentralisation. Vous l'avez cité comme une priorité. C'est quand même d'ailleurs avant tout, j'allais dire, une idée de développer dans les pays du Nord. Concrètement, quelles sont les actions qui vont être prises pour renforcer la décentralisation? Y a-t-il des actions en matière de financement, de gouvernance ou plus opérationnelles, plus techniques? En matière de décentralisation, comme je vous l'ai dit, il y a deux aspects. Tout d'abord, le ministère de l'Hydraulique a de grandes représentations à l'intérieur. Dans chaque région, il y a un directeur régional qui lui, est très présent pour la gestion de toutes les infrastructures hydrauliques dans la région. Il y a également la Société nationale qui opère, qui gère l'eau en milieu urbain. Vous avez également l'Office national du suivi et de la gestion de l'eau en milieu urbain, l'ONCER, qui est également présent. Donc, nous sommes en train maintenant de créer des pôles et des espaces de rencontre et d'échange permanents entre ces différentes structures qui représentent les ministères de l'hydraulique à l'intérieur du pays. Ça, c'est l'un. Deuxièmement, nous sommes en train, dans le cadre de la décentralisation, donner plus de pouvoir pour les directeurs régionaux pour qu'ils puissent agir directement. On ne peut pas régler un problème hydraulique à 900 km à partir de Nouakchott. Il faut que les équipes qui sont sur place aient le pouvoir et la capacité d'agir rapidement. Comme vous savez, l'eau, on ne peut pas donner à quelqu'un un rendez-vous, on va vous régler votre problème dans un mois. C'est un problème quotidien. Donc, il va falloir que ces structures sur place aient suffisamment d'autonomie pour qu'elles puissent agir. Meilleure connaissance de leur réseau, des infrastructures qu'elles ont, mais également pour qu'elles puissent agir dans les priorités. Et donc, nous sommes en train de travailler, nous sommes dans notre première année de réforme, de la décentralisation. Il y aura un moment où on fera le point et amener les collectifs qui s'imposent. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, vous avez été à l'initiative d'ailleurs d'un plan solaire, appelons-le comme ça, en tout cas de développement de l'énergie solaire. Il y a des années maintenant, j'étais sans doute l'un des premiers sur le continent à avoir lancé ce type d'initiative, évidemment à l'échelle du pays, enfin à l'échelle de votre pays. Quel est le rôle de l'énergie solaire aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez sa place dans, j'allais dire, le nexus eau, assainissement, énergie? Très bien. Vous savez, on a commencé notre première expérience en introduisant l'EXOR en milieu rural, en utilisant l'énergie solaire. C'était déjà en 1992 dans le cadre d'un programme régional solaire qui était financé par l'Union européenne. Pourquoi nous sommes arrivés à ce constat? Parce que tout simplement, on avait des points d'équilibre qu'on sort parce que tout simplement, le groupe qui est utilisé pour conclure n'a pas de gasoil. Et il n'y a aucune voiture qui peut amener le gasoil, ou si elle l'amène à un coût très élevé. Donc, nous avons introduit une technologie. Il y a un ensoleillement 12 mois sur 12 en Mauritanie. Il suffit de faire le premier investissement qui était très élevé à l'époque, mais que l'État a pris en charge dans le cadre de son programme de partenariat avec l'Union européenne, et ça a donné de très bons résultats. Ça a été également accompagné par un programme de formation. Nous avons formé les gestionnaires sur comment nettoyer un panneau, comment régler des petits problèmes très élémentaires, et surtout comment poser des conduites et régler le problème de plomberie. Donc, ça a été un vaste programme qui a vraiment permis de faire émanciper ces populations et pour qu'elles se prennent en charge dans des coins que vous ne pouvez pas imaginer. Elles sont trop loin, en plein désert, et avec le solaire, ça a réglé énormément de problèmes. هو اللي قفل الميكرو. Et voilà.
Donc, j'avais mon micro qui était coupé, donc je vais reprendre. Question sur la gestion intégrée des ressources. Comment se fait cette gestion intégrée des ressources pour satisfaire les besoins en eau des différents utilisateurs, consommation, agriculture, industrie, dans l'objectif d'éviter aussi des conflits à court et à long terme. En fait, c'est vraiment la gestion intégrée et l'utilisation, j'allais dire, répartie. Comment est-ce que vous mettez en œuvre une politique à ce sujet? C'est très difficile de faire des arbitrages entre l'industriel, le domestique dans certaines villes. Donc, jusqu'à présent, on gère un produit, c'est-à-dire une quantité d'eau bien connue, avec des besoins énormes. Et ça nous a permis de mettre en place une politique de délestage où il y a des heures de la journée où on envoie de l'eau plutôt aux industries, surtout on les amène à travailler plutôt vers le soir, et réserver de l'eau pendant la journée aux domestiques. C'est une gestion que nous sommes en train de faire dans des villes comme Ouadhibou, comme Nouakchott, en attendant de combler les déficits de l'eau. Donc, c'est ce que nous faisons pour le moment. Mais avec notre engagement sur les politiques de dessalement, je crois qu'il y a des villes où les DNC comme Ouadhibou peuvent se permettre désormais, avec les dessalements, avoir plus d'eau. Voilà. J'ai une question à nouveau sur Nouakchott, bien sûr, liée à la santé publique. Question de santé publique a été évoquée, notamment sous l'angle de la qualité de l'eau, donc le contrôle, la qualité de traitement. Quelles sont les actions qui sont entreprises sur l'assainissement liquide dans la ville de Nouakchott? Exactement, pour l'assainissement liquide, c'est exactement ce que j'avais dit, on a un réseau de 70 km qui date des indépendances. Il a connu une petite extension. Nous avons également un projet qui a été fait dans le cadre de la coopération chinoise pour essayer de contrôler l'eau de pluie, c'est-à-dire la canaliser sur une trentaine de kilomètres. Mais nous n'avons pas un projet d'assainissement domestique. Les études sont faites. On a contacté plusieurs partenaires qui n'ont pas encore réagi par rapport à ça, mais aujourd'hui, nous l'exposons dans le cadre des PPP. Donc, les partenaires, ceux qui seraient intéressés par le secteur d'assainissement en Mauritanie, qu'il soit un assainissement individuel ou global, nous serons bien sûr très intéressés à le rencontrer et voir ce qu'on peut faire ensemble. J'ai une question inévitable, dirais-je, sur la notion des technologies. En fait, c'est votre avis qui nous intéresse, bien sûr. Il y a des technologies qui sont relativement simples, qui ne demandent pas forcément, j'allais dire, de compétences extrêmement pointues. Quelle est votre vision sur comment vous privilégiez, éventuellement, si vous le faites, des technologies plus rudimentaires, plus simples, plus accessibles, mais qui sont plus faciles aussi à mettre en œuvre, plutôt que, on a parlé tout à l'heure évidemment du dessalement par exemple, qui nécessite des technologies, surtout si c'est de l'osmose inverse, et ça nécessite aussi de l'énergie, qui sont évidemment beaucoup plus coûteux et beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Comment vous voyez les choses? Comment vous privilégiez? C'est exactement, si on avait accepté ce webinaire en Europe, c'est pour qu'on puisse connaître le pays, faire connaître nos problèmes, créer un espace d'échange avec ceux qui ont des technologies que nous ne connaissons pas, peut-être, pour qu'on crée un espace pour les amener à nous faire des présentations sur les technologies qui répondent à nos besoins. Notre pays est très ouvert pour tout et nous avons le courage d'engager quelque chose de nouveau qui pourra nous permettre de répondre à nos besoins. Nous avons des points reculés qui ont des problèmes de salinité de l'eau. S'il y a des stations de dessalement simples avec beaucoup de mécanique, moins d'électronique, nous serons très intéressés. Évidemment. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, on va arriver, il est 56, 57 maintenant. On va arriver à la fin de notre webinaire. Je vais vous laisser la parole pour pouvoir faire quelques mots de conclusion. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour pouvoir
donner rendez-vous à nos participants pour une prochaine session. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Voilà, merci Monsieur Fondadosa pour cette opportunité qui nous a permis de parler un peu du secteur de l'eau. C'est un secteur qui est très important et qui rentre dans les priorités du gouvernement parce que vous le savez, l'eau est le premier droit d'un citoyen dans le cadre de son pays. Nous souhaiterons tous les gens, tous les participants qui ont bien voulu participer, nous les remercions du temps qu'ils ont pris pour nous accompagner dans ce webinaire. Et c'est l'occasion pour nous demander ceux parmi eux qui ont déjà été impliqués dans une réflexion, dans un travail de recherche de l'eau, qui sont en Mauritanie dans la région, de partager avec nous les études, parce que nous sommes dans ce département en train d'engager, d'essayer d'organiser notre fonds documentaire. Il y a beaucoup de documents de recherche qui peuvent nous être très utiles, qui peuvent nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de notre potentiel hydrogéologique. Nous sommes un pays très ouvert pour toutes les technologies, ouvert pour toutes les approches pour toutes les expériences que nous avons expérimentées dans d'autres pays. Les adresses, vous les connaissez. Les collaborateurs sont prêts à engager des réflexions avec tous les participants qui ont des idées qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Et encore une fois, merci Patrice. Merci, non, vraiment merci à vous de nous avoir consacré cette heure. Ravi en tout cas d'avoir pu débroussailler un petit peu et de mieux connaître la question mauritanienne. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Je me permettrai de vous réinviter à d'autres événements cette année, si vous en avez un moment. Et je voulais remercier tous les participants qui ont été très nombreux sur cette session. J'ai eu aussi, sachez-le, Monsieur le Ministre, des propositions qui vous sont faites directement, que je vais vous transmettre. Je n'ai pas voulu les citer sous forme de questions. C'est des gens qui sont prêts à vous rencontrer, qui souhaiteraient vous rencontrer, sans doute pour pouvoir appuyer votre développement et la mise en œuvre de votre politique. Merci encore une fois. Et vous le savez, pour les participants, ce webinaire sera disponible en replay dans quelques jours sur notre site ressources. Merci encore et je souhaite à tous une très belle journée. Au revoir, Monsieur le Ministre. Merci.